Mon Bagad va arriver. Alors. Ah non, ça c'est là, c'est ça. Il me paraît, ça n'entre pas dans le cadre. Ça rentre, mais voilà. Vous avez de quoi. Alors viens, il faut faire une photocopie. T'as fait ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Hein? Alors je crois qu'on va revenir au mardi. Pas Chassidout, mais... Parce que pour ma femme, elle peut venir le mardi, mais pas le lundi. Ça change rien pour vous? Ça change? Hein? Je sais pas si ça change, si ça gêne. Pour ne pas venir, ça change rien, lundi ou mardi. Bon, mais ça, c'est enfin... Ah, c'est vrai, il y a un programme télévisuel. Ah, ah bah non, je finis. Mais c'est bon, c'est bon. Combien? Alors, je vais reprendre. Merci. Alors, tu me dis quand on y va. Alors, on peut y aller, Chaim? Allez, on commence. Je vais reprendre sur Bourg et Iratret. C'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Il y a plus de mécorotes, de sources qu'on pourrait croire. Sur Bourg, hélas, je ne vais pas, parce qu'il faudrait beaucoup plus, il faudrait encore une séance pour aborder chacune des sources. Il y a une référence, il y a une source importante dans la Tosefta, Brachot, qui est sans doute une allusion, en allusion à... Hein? Non, non. Non, oui, non, mais vous allez... Et qui est une allusion à Jésus, notamment. Voilà. Mais je ne peux pas l'aborder là. Il y a sur le bench, il y a sur le Zimoun, il y a une discussion sur le Bourg, il y a sur la Mishnah, le Mikra et la Gemara. Enfin, Shimush Talmidei Chachamim. Il y a aussi une allusion au Bourg, à Maharet. Mais peut-être je ferai celle-là quand je traiterai du Maharet. Non, là, j'aimerais revenir au Bourg et à la Iratret. Donc à la question de la culture, hein, vous l'avez compris. La question de la culture et de la Chokhmah. Je reviens très vite à la
à la lecture naïve, bourg d'ordinaire est traduit par rustre, ruffian même, c'est joli. Inculte. En vérité, il faudrait traduire, si l'on voulait traduire naïvement, il faudrait traduire par sauvage. Sauvage au sens du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Sauvage. Parce que bourg, la racine bourg, donc rappelez-vous, bourg est dérivé du verbe bourg, dont on a vu, dont le Barthénois, le Magen Avot, signalait un exemple. Donc c'est une racine sémitique, dont on a un exemple dans le Targum. Le Targum de Ve'haaretz lo tesham, la terre ne sera pas désolée. Le Targum traduit par la tevu, ne sera pas désolée. Bourg. Donc être inculte au sens premier du terme, au sens strict du terme, au sens propre, être non cultivé. En vérité, c'est ça qui est intéressant dans le Targum, c'est que, désolé, mais on traduit bourg, le verbe bourg, par être inculte, au sens premier, au sens propre. Et, par métaphore, c'est l'inculte. C'est comme ça qu'on traduit. L'inculte, le non cultivé. Alors, il y a différents Mefarshim, vous vous souvenez. Il y a le Rambam, Maïmonide, qui dit simplement que le bourg, lui, n'a ni morale, ni mœurs, midot, ni science, chokhma. Ça, c'est le bourg. Il n'a ni science, ni mœurs, ni science, ni morale, ni science. Science. Ailm, chokhma, d'accord. Le Rashbat, lui, a une autre formule. Donc le Rashbat, le Magen Avot, dont je vous ai dit qu'il était la source principale du Barthénois. C'est un des commentaires les plus importants, qui n'est pas connu, qui n'est pas très étudié. C'est pourtant l'un des commentaires les plus importants de Pirkei Avot. Alors, lui, il dit, le bourg ne sait pas ce qu'est la faute. Eno yodea mahu achet. Eno yodea mahu achet. Il ne sait pas ce qu'est la faute. Ah non, c'est bien ta remarque. C'est très bien. Mais ce n'est pas le candide, justement. Mais je vais revenir justement à la candeur, enfin à l'innocence. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux traduire bourg par sauvage. Je rappelle la glose, le pirouche de Rashi. D'accord? Le pirouche de Rashi disait quoi? Parce que c'était le plus intéressant. Il dit il est pire que le Hamaretz. Pourquoi? Parce que Eino Yodea betiv bemasa ou matan, en fait. Et le Rashbatz reprend le commentaire de Rashi disant Eino Yodea betiv masa ou matan. Chez Afilu betiv masa ou matan, Eino Yodea. Ça c'est Rashi. Rashbatz reprend et dit Eino Yodea betiv masa ou matan, c'est-à-dire il ne connaît pas le bien qu'il y a, le bien pas au sens moral, mais la qualité du commerce. La qualité du commerce. Ça c'est Rashi. Donc c'est le Rashi qui est le moins naïf pour le coup, enfin en tout cas le plus énigmatique, qui se prête le moins à une lecture naïve, d'accord. Et le Rashbatz continue, le pirouche de Rashi, il dit, à la suite de Rashi, il dit que le bourg ne se garde pas
dans la pratique du commerce, s'il vient à pratiquer le commerce, il ne se garde pas ni du dol, ce qu'on appelle le dol, c'est-à-dire la ona'a, ni du vol, xéla, ni de l'usure, ribit. Il ne se garde pas de tout ça, le bourg. Encore une fois, parce que il comprend le Rashi à sa manière, Eino yodea mahuachet. Il ne sait pas ce que c'est que le chet. Il ne sait pas ce que c'est que la faute. Donc, il ne se garde pas, il n'est pas nizar, il ne se garde pas ni du dol, de la ona, ni du vol, ni de l'usure. Ça, c'est la lecture naïve. Autrement dit, c'est une lecture assez convenue. Le bourg, c'est le rustre, c'est le sauvage. C'est l'inculte. Il n'est pas cultivé, il n'y a pas de morale. D'accord. Même Rousseau, j'espère que des textes, dira que le rustre n'a pas de morale, que le sauvage n'a pas de morale. Même Montaigne. Je vais vous dire pourquoi je parle. Au XVIe siècle, notamment donc avec Montaigne, on renverse la vapeur. On renverse. On fait une critique de l'homme cultivé au profit du sauvage, du bon sauvage. L'homme de culture, l'homme dit cultivé, n'est pas bon, a corrompu sa bonne nature. Le sauvage, lui, a gardé, conservé sa bonne nature, la bonté naturelle. Alors pourquoi le XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle? Parce que c'est l'époque des grands explorateurs. Et on découvre évidemment, en 1492, on découvre l'Amérique et les Indiens, enfin les 10 Indiens, les sauvages d'Amérique. Et l'on découvre une nature foisonnante et des hommes qui ne sont pas ce qu'on... Rendez-vous compte, hein, on ne connaissait d'hommes que des hommes cultivés. On ne connaissait pas les sauvages. On n'avait pas de banlieue à l'époque. Mais c'est par rapport à la culture qu'on les définit de sauvages. Parce qu'ils avaient peut-être leur propre culture dans l'histoire. Ça va, ça c'est les anthropologues qui diront ça beaucoup plus tard. Non, pour les gens cultivés, enfin lettrés de l'époque, les sauvages étaient des hommes justement précisément sans culture, attachés à la nature. D'accord? Pour lesquels, justement, c'est ce que je vous ai déjà dit la dernière fois, justement pour lesquels, c'est donc à partir de là, on a fini par dire, faire la critique de la culture et dire, voilà, c'est pas vrai, la culture, c'est pas, ne s'accompagne pas d'un progrès moral, c'est tout le contraire, la culture s'accompagne, au contraire, d'une corruption morale. La culture, la connaissance, n'amène pas à la iratraite, au contraire. Il y a des textes très beaux. Des textes donc de Rousseau, des textes même de Montaigne. J'aimerais, il faudrait qu'on ait le temps. Texte de Montaigne. Ces nations me semblent donc barbares de cette manière. Entendez barbare, bourg. Bourg. Ouais. Pour avoir reçu fort peu de façon de l'esprit humain et pour être encore fort voisine de leur naïveté originelle. Ah ben, t'attendais justement. Est pas venu, Pierre? Non. Les lois naturelles
leur commande encore, fort peu abattardis par les nôtres, par nos lois, mais c'est dans une telle pureté qu'il me prend quelquefois déplaisir que la connaissance n'en soit pas venue plus tôt. Ça, c'est dans Les Cannibales. C'est dans le chapitre intitulé Les Cannibales. Lycurgue et Platon, donc les grands législateurs, des modèles, en tout cas, pour les humanistes du XVIe siècle, ils n'ont pu imaginer une naïveté aussi pure et simple que nous la voyons par expérience. Ils n'ont pu croire non plus que notre société peut se maintenir avec si peu d'artifice et de soudure humaine. C'est un peuple, dirais-je à Platon, dans lequel il n'y a aucune espèce de trafic, nulle connaissance des lettres, nulle science des nombres, nul nom de magistrat, ni supériorité politique, nul usage de service, ni richesse, ni pauvreté, nul contrat, nulle succession, nul partage, nulle occupation coisive, etc., etc., nul vêtement, nulle agriculture, nul métal, nul usage du vin ou du blé, bref, nulle culture dans tous les sens du terme. Il n'y a pas de culture, il n'y a rien. Mais il y a naïveté pure et simple. Les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la médisance, le pardon, inouïs. Inouïs au sens strict. Non entendus, n'ont jamais entendu ces paroles. Combien il trouverait la République qu'il a imaginée loin de cette perfection. Donc critique. Non seulement critique de la société telle qu'elle existe, mais même critique de la société idéale telle que Platon l'aurait voulu. Critique radicale donc de la culture. La culture, par opposition donc à l'état de nature, au bon sauvage, l'homme de culture et la culture s'accompagnent de corruption. Il y a un texte évidemment plus dur, hein, il y a un texte plus dur du même Montaigne que je lirai peut-être tout à l'heure, mais il y a un extrait de Rousseau qui est encore plus clair, plus explicite. Alors, il dit en parlant du bon sauvage, il paraît d'abord que les hommes, dans cet état de nature, n'ayant entre eux aucune sorte de relation morale, ni de devoir connu, ne pouvaient être ni bons ni méchants, et n'avaient ni vice ni vertu. Cet état était par conséquent le plus propre à la paix et le plus convenable au genre humain. Donc lui, il est encore plus explicite, Rousseau. Il y a des accents même pauliniens chez lui. Il dit, on était en deçà même de la morale, parce qu'on était en deçà du bien et du mal. On était dans l'innocence, l'état d'innocence. Paul, vous vous souvenez, Paul, qui reprenait la fameuse formule de Jésus, « Heureux les pauvres d'esprit », Paul disait, donc, d'où son apologie de la Amaritsut, de l'ignorance, l'ignorant, c'est l'innocent. Parce que celui qui sait, notamment qui sait la loi, et là on retrouve la définition du Rashbatz, où Yodéa est arrête, mais avec l'ambiguïté qu'il y a, il sait la faute, c'est-à-dire qu'il sait la faire. Tandis que l'ignorant ne sait même pas faire le mal. Il ne le connaît pas. Critique, donc, de la culture, critique même par Rousseau, de la connaissance du bien et du mal, de la chorma au sens du Rashbatz. Donc il y a vraiment une critique radicale.
Autrement dit, celui qu'on croyait quand on dit En bour yirechet, à partir du 15e, à partir du 16e siècle, jusqu'à Rousseau, on dira, il n'y a de yirechet que le bourg. S'il faut traduire bourg par sauvage, il n'y a de yirechet, au sens ultime du terme, c'est-à-dire il n'y a d'innocent. Il n'y a pas de yiratret plus grande encore que l'innocence. Il n'y a d'innocent que le sauvage, que le bon sauvage. Ouais. Il n'a pas le choix. Peu importe. Il ne connaît pas le rêve, donc il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de fauter ou de ne pas fauter. Ce que je te dis, il est en deçà du bien et du mal. C'est un innocent. Et celui qui est vraiment Non, mais le charge de la faute. oui, non, mais peu importe. T'occupe pas du sauvage. Comprends ce que je veux dire. C'est tire-en les conséquences pour l'homme cultivé. La culture est la science du bien et du mal. La culture est la morale au sens du discernement, au sens de discernement du bien et du mal. La morale, ça s'accompagne de la corruption. La culture, ça s'accompagne de la corruption. Donc, c'est tout le contraire. En bourri rechet, non, c'est le contraire. En chacham yirechet, au contraire. Si on voulait faire de la provoque, il n'y a pas de chacham qui puisse être yirechet. Et je veux dire, encore une fois, j'en reparlerai, mais l'exemple ultime, c'est quoi? Il n'y a pas d'homme cultivé qui soit craignant la faute. Il n'y a pas d'homme cultivé qui craigne la faute, le chet. C'est vrai. Ils ont beau dire, hein, tous nos méfarchim, sauf Rashi, que je mets à part, mais par exemple Rambam, pour le coup, c'est faux. Il n'y a pas. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'homme cultivé qui soit yirechet. Et l'histoire le montre. L'histoire l'atteste. D'accord? On le sait. Là, on ne va pas répéter toujours la même chose, mais bon. Parfois, c'est nécessaire. L'Allemagne nazifiée, hein, je ne dis pas l'Allemagne nazie, parce que les nazis, c'était particulier. Ils n'aimaient pas non plus la culture. Mais l'Allemagne nazifiée, donc l'Allemagne, sous le régime nazi, compromise avec les nazis, l'Allemagne, où voyez-vous la moindre attraite? Alors pour le coup, hein, c'était pas des craignants la faute, hein, c'était pas des craignants le crime, ils craignaient pas le crime. Donc, on serait tenté de dire qu'au contraire, non, c'est le bourg, le yirechet. S'il faut traduire bourg par sauvage, comme l'étymologie nous y invite, le bourg, c'est au contraire l'innocent. Et même, en parlant maintenant, en s'en tenant même à la culture, simplement, bon, ça je rappelle ce qu'on a dit la dernière fois, en parlant d'une terre sauvage, comme les terres sauvages de l'Amérique, c'est des terres foisonnantes. Une terre inculte n'est pas forcément, une terre sauvage donc, n'est pas forcément une terre désolée. Voilà. C'est pour ça qu'il faut reconsidérer la question. Et c'est pour ça que la mention du Targum, elle est très importante. Quand le Targum traduit Va'aretz lotesham, il traduit par latevur. Parce qu'il traduit bourg non plus par sauvage, mais par désolé. Une terre désolée. La désolation. Bourg, c'est le caractère de la désolation. D'accord? Ça, je l'ai dit la dernière fois. Désolation, donc. Désolation de la terre, mais donc désolation d'un homme, puisque le bourg, c'est un homme. Désolation d'un homme. Qu'on est tenté, susceptible de recouvrir, de revêtir d'une végétation, pour reprendre l'image, d'une végétation, d'une verdure postiche.
d'une culture postiche. Culture, entendez, dans les deux sens, propre et figuré. D'accord? Une culture postiche. On recouvre cette désolation, ce terre, ce sol, un sol désolé, on le couvre. On le couvre d'une végétation postiche, d'une culture postiche. Notamment, donc d'une culture d'emprunt, emprunté. L'homme cultivé, tel qu'on l'entend d'ordinaire en tout cas, ce n'est pas l'homme qui produit par un travail de fertilisation de soi. Fertilisation, rappelez-vous, Zriya Harisha, disait c'est le conte que justement, une terre désolée, c'est une terre qui n'a pas été ensemencée, ni labourée, ni ensemencée. Ce n'est donc l'homme cultivé, ce n'est pas l'homme qui produit par un travail de fertilisation de soi sa propre culture, au sens strict, c'est cultiver. C'est pas sa propre culture, le résultat de son travail du sol. L'homme cultivé, c'est l'homme qui revêt une culture qui n'est pas propre. D'accord? Ça veut dire quoi, se cultiver? Se cultiver à l'école, par exemple. Ou se cultiver à la... Ça veut dire quoi, dans l'usage ordinaire du mot? Ça veut dire emprunter la culture des autres. Se revêtir soi-même, d'accord? Se revêtir de la culture, d'une culture d'emprunt. Merci, oui. Ah, d'accord, je vais y venir justement à cette... Je vais y venir. Bien joué, bien joué. Deuxième coup, hein, deuxième bon coup. Pff, tu brilles ce soir. Tu pétarades. Je suis très fatigué. C'est peut-être pour ça, quand tu es fatigué, tu es inspiré. On pourrait l'appeler une culture de revêtement. Alors, je dis revêtement, c'est exprès. Pour ceux qui font un peu la chassidoute, Hitlapshut. Rappelez-vous, Hitlapshut, c'est un terme fondamental. Mais, justement, tu dis que la culture forme. C'est ce qu'on dit. La culture, c'est ce qu'on dit. En France, on le dit moins. Mais en Allemagne, par exemple, il n'y a rien au-dessus de la culture. La culture, c'est la formation d'un homme. Et je dis forme parce que c'est exprès. En allemand, on dit Bildung, formation. D'accord? Et c'est un terme fondamental. La Bildung, chez les philosophes allemands, chez les romantiques allemands, la Bildung. Autrement dit, la culture confère à l'homme sa tsura, sa forme, son Bild, sa forme, sa tsura, sa forme ultime. En Allemagne, notamment, on entend que l'homme cultivé, c'est l'homme par excellence. L'excellence humaine, c'est la culture. D'accord? Ça, c'est très net en Allemagne. Ça l'est moins en France, fort heureusement, ce qui rend ce pays un peu plus agréable à vivre. Or, justement, ce que les Allemands ont appelé la forme, c'est la corruption de la tsura. C'est une corruption de la tsura. Ce qu'ils ont appelé la Bildung, c'est une corruption de la tsura. Exactement comme ce que j'appelle le revêtement, la culture de revêtement, c'est une corruption de la Hitlapshut. Parce qu'il s'agit, effectivement, il est question d'Hitlapshut, quand on pratique un peu la chassidoute, il est question d'Hitlapshut, il est question que la lumière prenne forme, c'est-à-dire prenne vêtement. D'accord? Dans la... Donc, on revient, c'est l'intérêt de toute la critique française, hein, pour le coup. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent chez les Allemands. Critique française de la culture,
Montaigne, qui va de Montaigne à Rousseau, critique radicale, critique suivant laquelle, non, la culture s'accommode du crime. La culture, c'est, pour le dire dans nos termes, habille, revêt, dans le sens du revêtement, et pas du lévouche, revêt un sol désolé. L'homme cultivé, la culture, c'est un paysage de désolation. Ça, c'est la critique faite par Montaigne et par Rousseau. La culture, le monde, un monde cultivé, c'est un monde de désolation sur lequel, enfin, recouvert d'une végétation, d'une verdure, d'emprunt. Ce qu'on appelle la culture nationale. La culture nationale, c'est jamais que la culture d'emprunt dont tous les enfants d'une nation sont, comment dire, sont Revêtu. voilà, revêtus. Ben, plus ou moins. Hein. Alors, sur la iratraite, puisque c'est quand même le pivot, c'est le pivot en vérité. La iratraite qu'on traduit d'ordinaire par crainte du péché, traduction que l'on retrouve, expression que l'on retrouve, formule que l'on retrouve dans tous les ouvrages de dévotion, notamment, je me suis amusé à lire sur ça un manuel de préparation à la communion. C'est très intéressant ce qu'il dit sur la iratraite, sur la crainte du péché. C'est très drôle, c'est très instructif. De vrais ouvrages froum et bien écrits. Alors, la iratraite, il faut la comprendre comme étant le caractère du bourg. D'accord ? Mais en vérité, il faut moins comprendre la iratraite comme étant le caractère du bourg que le bourg comme étant celui qui, parmi les hommes, n'éprouve pas la iratraite. Ce n'est pas le bourg qui doit nous faire comprendre la iratraite, c'est la iratraite qui doit nous faire comprendre le bourg. Donc, il faut se demander, qu'est-ce que c'est que la iratraite ? On avait traduit par la crainte de faillir, la crainte de mal faire. Et c'est sur cette crainte-là que Rachi nous dit, de manière énigmatique, que le bourg est pire que le Hamaharetz parce qu'il ne connaît pas le commerce. Eno yodea b'masao matan. Ça, c'est la définition de Rachi, enrichie par celle du Rashbat, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette glose de Rachi, elle est d'autant plus énigmatique, plus étrange, que d'ordinaire, qu'est-ce qu'on entend par crainte du péché, d'ordinaire ? Alors justement, dans ce manuel de dévotion, on distinguait entre la crainte du péché et la crainte des peines, la crainte du onesh, irat ha-onesh. Oui, donc c'est bien, donc il faut le distinguer. D'ordinaire, alors, le plus bas degré de la crainte du péché, c'est la crainte superstitieuse. C'est la superstition, c'est-à-dire la crainte du onesh, la crainte des peines, la crainte de l'enfer, etc., etc. Ça n'existe pas. L'enfer ? Si, pour les imbéciles. Enfin. Alors, d'accord ? Mais dans un degré, en vérité, ce qu'on entend quand on n'est pas superstitieux, quand on est un peu plus... Qu'est-ce que c'est que la crainte du péché, la crainte de mal faire ? La crainte de mal faire, en vérité,
c'est, dans un sens plus élevé, c'est la crainte de déplaire. On a la crainte de mal faire quand on a peur, par exemple, on a peur de griller un feu rouge, parce qu'on a peur de se faire chipper, de perdre des points sur son... Ça, c'est le degré, dans tout citoyen normalement constitué est normalement superstitieux. Enfin, superstitieux, voilà. On a la crainte du bâton, la crainte du gendarme. Ça, c'est le bas degré de la hiratret. Mais à un plus haut degré, la hiratret, c'est... Donc la crainte de mal faire, c'est la crainte de déplaire. D'accord? Un vrai froum, il a la crainte de déplaire à Dieu. C'est ça la hiratret. La crainte de déplaire à Dieu. C'est lié, d'accord? C'est lié à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous porte à la crainte de mal faire, à la crainte de lui déplaire, en agissant mal. Exactement comme un fils, j'en sais quelque chose, comme un fils a peur de déplaire à son père en faisant une bêtise, en agissant mal. Ça, c'est déjà un degré au-dessus. Sur la hiratret, je vous ai sorti, donc vous avez le texte, un autre passage dans Avot, vous l'avez, plus tard, en Perek Shlishi à la Mishnatet, une autre occurrence de hiratret qui est très importante pour nous, c'est une Mishnah, une Memra de Rabbi Chana ben Dosa. Rabbi Chana ben Dosa omer, Kol shirat chet'o kodemet lechokmato, chokmato mitkayemet. Celui dont la hiratret précède la chokma, la science, chokmato mitkayemet. Sa science, elle est durable. V'chol shechokmato kodemet hiratret o, et celui dont la science précède la hiratret, celui-là, en chokmato mitkayemet. Celui-là, sa science, elle n'est pas durable. En mitkayemet. Là-dessus, il y a le Rashbat qui est intéressant. Intéressant sur la... Parce que c'est intéressant, parce que donc, par contraste avec ce qu'il dit dans notre Mishnah. Donc, sauter le début, il dit Velazé Amar. C'est pourquoi il a dit, ce même Rabbi Chania ben Dosa, dont on a dit beaucoup de choses, et qu'il cite Kol shiratret kodemet lechokmato, chokmato mitkayemet, vechol shechokmato kodemet yiratret o, en chokmato mitkayemet. Vezot hakdima, et cette kdima, ena kdima bazman, n'est pas une antécédence. Ce n'est pas une kdima dans le temps, donc une antécédence. Mais il ne veut pas dire ici que la hiratret doit précéder dans le temps la science, l'acquisition de la chokma, l'acquisition de la science. Non, il ne veut pas dire ça. Pourquoi? Et il cite notre Mishnah, qui echevchar shetigdam hiratachet le chokma. Comment la hiratret pourrait-elle précéder dans le temps la chokma? Sheim ein bo chokma ech yirechet. Parce que s'il n'a pas de chokma, comment serait-il yirechet? Halo amrou, n'est-ce pas qu'on a dit en bour yirechet? Il n'y a pas de bourg qui soit yirechet. Bon, là, il est conforme à sa lecture. Jusque-là, il est conforme. Il dit Avalzat akdima. Non, cette gdima, hi gdima ta marshava. C'est une gdima dans la marshava. C'est une gdima ta marshava, c'est une gdima, je ne sais pas comment on va traduire, c'est une gdima dans l'intention, intentionnelle. Chez im adam magdim marshavto liot yerechet. Donc vous savez, donc, il a dans la tête évidemment, sauf b'maase b'marshavatrila, ce qui vient à la fin, dans l'acte, dans la pratique, dans la pensée, dans l'intention, c'était premier. D'accord? Quand vous avez vous poursuivez une fin,
cette fin dans la marshava, elle est première, mais en acte, dans la réalisation, elle ne vient qu'à la fin, d'où son nom de fin. En vérité, elle est première dans la pensée. C'est elle qui initie l'acte. C'est le but. Alors, il dit pareil. Si l'homme, il a dans sa marshava, dans l'intention d'être yerechet, craignant la faute, az yilmad ha-chokhma, alors il va apprendre la chokhma, vetitkayem beyado, et elle tiendra dans sa main, kihi amadricha oto le mashu kodem marshavo, car c'est elle qui va le conduire à ce but qu'il a dans la tête, qui est la iratret. Qui, mais à chokhma, yeda ma'uachet, car c'est par la chokhma qu'il saura quel est le chet, quelle est la faute, qu'est-ce que la faute, vifrosh mimenu, et qu'il s'en abstiendra. D'accord? Ou mitorkar, tikar be'enav ha-chokhma v'titkaim beyado. Et c'est seulement par là que la chokhma prendra du prix, aura du prix à ses yeux, v'titkaim beyado, et donc qu'elle durera. Autrement dit, la science, s'il a pour but la iratret, alors la science la science du bien et du mal, qui doit le conduire, qui doit réaliser cette iratret, elle aura du prix à ses yeux et c'est celle-là qui se conservera. Aval im kadma b'marshavto yidiat ha-chokhma belo iratret. En revanche, si la connaissance, belo iratret, sans le souci de la iratret, l'otitkaim beyano, ça ne tient pas. Autrement dit, la connaissance, la culture, si vous voulez, la culture, c'est quoi? C'est ce qu'il appelle chokhma belo iratret. La culture, sans le souci du chet, l'otitkaim beyano, ça ne tient pas. C'est pas durable. Pourquoi? Parce que la connaissance, elle est mona'atoto mechefzo. Elle l'entrave. En vérité, la connaissance l'entrave dans son chefetz, dans son désir. Il y a kutzba, alors il va s'en dégoûter et il va la rejeter. Intéressant. C'est pour ça que l'autit kayem. C'est quelque chose c'est un emprunt. Je veux pas l'emprunt ici. Non, mais lui il ne dit pas comme ça. Mais si tu veux, il parle d'une chokhma belo iratret. C'est ça, chokhma. Oui. Non, mais peu importe là. Je vais revenir à ce que j'ai dit. Mais là, pour le moment, je m'en tiens à son propos à lui. Il dit une chokhma belo iratret, sans le souci de la iratret, sans la crainte du chet. Ça, donc la culture, comme on l'a dit, la culture se soucie très peu au contraire. La connaissance nous libère de la ira, de la crainte. Il y a un très beau texte dans l'encyclopédie sur la crainte, vous devriez le lire, c'est incroyable, saisissant. Ouais, de la crainte. Toute crainte, il dit. Ah, ça, tu lis l'article dans l'encyclopédie, ça nous libère de toute crainte. Alors, la connaissance, belo iratret, celle-là, dit-il, cette connaissance finalement, elle va finir par être une entrave à mon désir, puisque mon désir va me porter à commettre des fautes, etc. Et comme je vais avoir connaissance, avoir de la connaissance, donc je vais quand même être renseigné sur le bien et le mal, discerner d'une certaine manière le bien et le mal, je vais être entravé. Autrement dit, la culture qui est à l'origine quand même un discernement du bien et du mal. Pour une part c'est la connaissance scientifique, mais pour une autre, c'est le discernement.
Donc, cette culture, seulement cette culture, elle est dissociée de la hiratret, dit-il. Quand elle est dissociée de la hiratret, ce discernement du bien et du mal, dissocié de la hiratret, à quoi il conduit? Au dégoût de la culture. Au dégoût de la culture. Puisque on ne peut pas, quand on veut commettre le crime, quand on est prêt à commettre des crimes, on ne peut plus voilà, s'embarrasser de la culture. Et ce qu'il décrit très bien, il décrit très bien le nazisme. Bien que la culture m'a conduit à ça, au départ. Alors, c'est ça. Dans la phase intermédiaire, si tu veux. Là, il parle vraiment de la phase finale. Là, il y a une contradiction avec ce qu'on a dit au début. Ouais. Parce qu'au début, on disait que justement, le bord, il ne peut pas avoir de hiratret parce qu'il sous-entendait qu'il n'avait pas l'envie du ret, quelque part. Alors que là, il parle du refes. Non, mais au début, on n'a pas dit que le bourg n'était pas hiratret, justement. On disait le contraire, que le sauvage, justement, il est en deçà même de la hiratret. Il est innocent. C'est ça la critique de la culture. Si tu veux, ce qu'il décrit, en vérité, si l'on devait pousser à bout la critique de la culture, ce qu'il décrit, c'est en fait le destin de toute Chochma. Quand il dit Chochma belo hiratret, il se leurre. Il n'y a de Chochma que dénué de hiratret. C'est ça la critique de la culture. Il ne peut pas y avoir de culture soucieuse de moralité. Il ne peut pas être culture soucieuse de morale. C'est ça. Hein? Ça. Mais je t'ai dit pourquoi. La critique de la culture dit, justement, l'intuition qu'elle a, la critique. La connaissance, hein, Si, culture. Si, la connaissance c'est une composante de la culture. Justement, parce que la connaissance est connaissance du bien et du mal, que, voilà, on reprend les termes du Rashbatz, que cette connaissance du bien et du mal est détachée, dissociée de la ira du chet. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer d'abord une corruption de la culture. Ça va se corrompre. C'est-à-dire qu'on va... C'est ce que décrit Paul quand il dénonce les pharisiens. En fait, c'est une étape, c'est une phase dans la dégénérescence de la culture. C'est la phase pharisienne. C'est-à-dire que sous les dehors de la loi, le vice va prospérer. Bnei-Brak, si tu veux. Non, mais c'est ça qu'il décrit. Mais oui, c'est le vice. Alors, c'est pas le vice, c'est pas la mitraillette, le trafic d'alcool, le trafic de drogue, ça c'est déjà moins évident. Mais disons, c'est pas le crime spectaculaire. C'est une autre forme de crime. Il y a dans la Rochefoucauld l'a très bien décrit. C'est très beau ce qu'il dit sur l'apparence de vertu et qui n'est en fait que le masque de l'amour-propre. Enfin, ce que tu dis, c'est qu'un bandit qui est immoral et quelqu'un qui est passé par la culture en déviant, c'est pareil. Ouais, exactement. C'est les deux mêmes. C'est les mêmes. En vérité, c'est les mêmes. Si tu veux, dans des c'est les mêmes, si tu veux, mais dans des conditions différentes. C'est tout. Mais ils sont... La semaine dernière, tu disais que la culture, tu disais que le problème de celui qui a la culture, il se sent infaillible. Non, bah justement, ouais. Bah, je vais revenir. Je vais revenir à ça. Mais pourquoi la culture, elle peut pas moduler les pulsions criminelles d'un homme? La culture à elle seule. Et ça, pourquoi c'est pas possible pourquoi elle peut pas impacter et calmer un homme dans son désir de crime? Vu que maintenant, comme tu l'as dit, il connaît le bien et le mal grâce à elle. Ouais, alors. Pourquoi cette culture-là, elle n'impacte pas, elle ne module pas ses pulsions?
Pourquoi on a Mais- besoin que de la iratraite pour faire ça, je veux dire. Mais elle le... Donc, non, tu crois dans un mécanisme de la culture, c'est-à-dire que la culture, mécaniquement, tempérerait les passions. Je propose, ouais, c'est ce que je propose. Comment je ne comprends pas. Or, c'est magique. Non, non, ça Tu as une vision de la culture, une vision magique de la culture. La culture ne peut pas, par elle-même, mécaniquement tempérer les passions humaines. Il faut encore qu'un homme le veuille. Oui, bah, si quelqu'un il est censé, bah, a priori ça va. Oui, mais donc tu supposes la iratraite. Non, le sens. Bah si. Le sens, c'est. Quoi? Pourquoi tu voudrais tempérer tes passions? Je comprends pas. Bah, si T'as quelqu'un, peur de il est quoi? censé, si quelqu'un il est censé. Censé? Si on lui C'est dit- censé de tempérer ses passions? il a peur de- C'est nouveau, ça. Censé. Ça se saurait. schizophrène, du coup. Alors, hein? C'est un peu schizophrène de dire je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal, mais ça me dérange pas de me comporter dans le mal. C'est pas que ça me dérange pas. Bien sûr que ça me dérange. Ça me dérange de faire le mal de façon voyante. Ça me dérange de me voir faire le mal. Ça, c'est sûr que ça me dérange. Donc, je vais déguiser mon mal. Je vais déguiser mon crime en vertu. Enfin, tout ça, c'est dit dans toutes les moralistes français l'ont. Mais Machiavel le dit clairement en parlant du prince. Il dit, en aucun cas, le prince ne doit être vertueux. En aucun cas. Sinon, il ne perpétue pas son pouvoir. En revanche, il doit le paraître. Il doit pouvoir commettre le crime, mais toujours le déguiser. C'est parfaitement assumé, je veux dire. C'est naïf de croire que le discernement, si on peut parler de discernement, en tout cas que ce qu'il appelle la chorma, le rashbat, nous porterait à la iratraite. Ou, enfin, il ne le dit pas, en vérité. Mais en tout cas, toi, ce que tu dis, c'est encore plus naïf que le rashbat. Parce que le rashbat, lui, justement, il parle d'une gdima de la iratraite. Que c'est à cette condition que la iratraite, que la chorma peut porter à la iratraite. Toi, tu dis non, la chorma par elle-même porte à la iratraite. Ça, c'est naïf. C'est naïf. La chorma, d'accord, enfin, l'histoire le montre. Les pervers sont intelligents, sont innombrables. Il y a même plus de pervers intelligents que de gens vertueux intelligents. En général, la vertu, tu la rencontres plutôt chez les simples d'esprit, pas chez les... Pourquoi tu dis, toi, que la chorma ne peut pas être tempérée par la iratraite? Non, attends. C'est ça. Ce que dira... Non, tempérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis qu'il ne peut pas y avoir l'iratraite avec la culture. C'est ça que tu dis. Que si la Oui, culture non, je peut dis y que... avoir l'iratraite, Je dis que c'est une naïveté de croire que la iratraite comprise comme crainte du péché, comprise donc, disons, comme crainte de déplaire à Dieu, d'accord, en agissant mal, cette iratraite, je dis c'est naïf de croire que cette iratraite peut nous, par la chorma, peut nous amener au contraire à plus de vertu. Au contraire, pour être vertueux, mieux vaut en savoir le moins possible. Ah oui, c'est pour ça que Paul dit heureux, que Jésus puis Paul disent heureux les simples d'esprit. Parce que c'est pour ça qu'on a fait, on a fait l'apologie du bon sauvage. Parce que on a bien vu que la culture ne s'accommodait pas de l'innocence. Alors bon, l'innocence, c'est vrai, au prix de la chorma, au prix de la science. D'accord, eh ben oui, on sacrifie la science à l'innocence. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça c'est le problème. Hein? Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors si on rapproche les deux passages maintenant, ces deux passages de ces deux Mishnayot. On a une Mishnah qui dit En bour yirechet et l'autre qui dit Kol shirat cheto kodemet le chochmato. Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on apprend? Ce qu'on obtient par le rapprochement des deux, c'est que
c'est que le bourg, évidemment, n'est pas un craignant la faute, et qu'il y a bien un dit chacham qui, lui, au contraire, craint la faute. Même si, effectivement, ça reste problématique pour le chacham, la hiratret. Mais au moins, du chacham, on dit qu'il est hirechet, tandis que le bourg, lui, on dit du bourg qu'il n'est pas hirechet. En revanche, on ne voit pas que le bourg n'est pas intelligent. Tous les méfarshim, notamment le Rambam, nous font croire que le bourg, c'est l'idiot. Le non, c'est le non-intelligent. Or, rien ne dit que le bourg n'est pas intelligent. Il n'est pas chacham, mais il n'est pas intelligent. Je dirais même, attends, je vais revenir au commerce. Je dirais même que le bourg peut être intelligent, même s'il est dénué de hiratret, quoi qu'il ne soit pas dit du coup, chacham. Le chacham, la définition du chacham, si l'on s'en tient à ces deux mishnayot, le chacham, c'est celui qui a affaire à la hiratret, même si c'est problématique, il faut qu'il y ait gdima, etc. Mais au moins, le chacham, c'est celui, il a affaire à la hiratret. Tandis que le bourg n'a pas affaire à la hiratret. Ça y est, il s'en est dispensé. Mais on ne dit pas de ce bourg, on dit qu'il n'est pas chacham, mais on ne dit pas qu'il n'est pas intelligent. Tu me diras, ah oui, mais c'est synonyme, chacham et intelligent. Eh ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a deux preuves à cela. Un, c'est que le bourg, la première preuve, c'est que on caractérise le bourg non pas par l'absence d'intelligence, mais par l'absence de hiratret. Qu'est-ce qu'un bourg? C'est à tout le moins celui qui n'a pas de hiratret. Hiratret qui relève des vertus morales, des midot, et pas des vertus intellectuelles comme dit le Rambam. Donc déjà, on ne comprend pas que le Rambam dise « En chokhma » dans le bourg. Pourquoi il dit ça? Tu comprends? En disant ça, il sabote tout, le Rambam. En disant « le bourg, il n'y a pas de chokhma », il sabote tout. Parce qu'évidemment, surtout que lui, il parle en arabe, donc quand il n'y a pas... il ne parle pas du chacham au sens strict. Il dit qu'il n'est pas... Alors il sabote tout. Parce que du coup, à cause du Rambam, on est obligé de dire que l'homme de culture, il est sauvé, il est tiré d'affaire. C'est pas un bourg. D'accord? La deuxième preuve, cette fois plus nette, c'est que dans les Havot même, le contraire du Chacham, ça se dit comment? Et une Mishnah célèbre, tout le monde devrait connaître. Non, c'est pas celui-là. Le contraire du Chacham. Le Hefer, on dit, voilà les midot du Chacham, et on dit leur contraire, dans mon souvenir, Golem. Golem, c'est le contraire de Chacham, dans les Havot. Nulle part, il n'est dit que le bourg, c'est le contraire de Chacham. Et même quand on va regarder dans les Gemarot, où l'on parle du bourg, c'est pas du tout l'idiot, c'est pas le russe, c'est tout autre chose. Quand il dit En bourg irechet, il veut pas dire, il n'entend pas par là que le bourg n'est pas intelligent, mais qu'il n'est pas craignant la faute, qu'il n'est pas irechet. Il veut dire que le bourg, étant bourg, n'est pas irechet. Qu'est-ce qu'un bourg? Qu'est-ce qu'un bourg? Et ça, on l'a dit,
C'est quoi le bourg? C'est l'être désolé. L'être désolé. C'est comme ça qu'on l'avait défini la fois dernière. Qu'est-ce que le bourg? C'est l'être désolé. Un bourg, étant un être désolé, il n'est pas Yéréchet. D'où la possibilité que l'homme de culture, l'homme cultivé, dit cultivé, soit un bourg. Et c'est d'autant plus vrai, comme on a déjà démontré, c'est d'autant plus vrai que ce que l'on appelle un homme cultivé, ce n'est pas un homme à proprement parler cultivé, comme un champ est cultivé, c'est simplement un homme couvert de culture, couvert d'une culture postiche. Ce n'est pas un homme qui a produit de la culture. Un homme cultivé au sens strict, c'est un homme ayant produit sa propre culture, ayant produit comme un champ produit son fruit. Ça, c'est au sens strict, c'est ça l'homme cultivé. Un homme cultivé, c'est un homme qui a donné des fruits. Ça, c'est un homme cultivé. Un homme qui se couvre, qui se revêt, qui s'en mitouffe de la culture des autres. Ça, c'est pas. Et c'est ça qu'on entend par un homme cultivé. C'est rien, ça. Ça peut être un bourg. Le bourg, c'est l'être dont la culture n'est pas son fruit propre. Le bourg, c'est comme ça qu'on peut le définir, c'est l'homme dont la culture n'est pas son fruit propre. C'est l'homme dont la culture est détachée du sol. Donc une culture de revêtement, c'est une culture détachée du sol, détachée au sens qui n'a pas d'attache dans le sol. On pourrait dire, j'ai parlé d'être désolé, il faudrait dire, si l'on pouvait, c'est un être désolé. Désolé, détaché de son sol, du sol. Quelqu'un dont la culture, l'être dont la culture est détachée du sol, dont la culture n'est pas le fruit. Un homme dont la culture n'est pas le fruit, t'es sûr que c'est un bourg. Et t'es sûr qu'il n'est pas Yéréchet. Et donc tu dirais que le Chacham, c'est celui dont la culture, c'est le fruit, c'est ça le Chacham. Ah, c'est vrai, mais pourquoi tu veux aller toujours trop vite? Oui, c'est vrai, c'est ça. Encore faut-il... Voilà, exactement. Tu devances l'appel, mais effectivement... Et fatigué. Mais va, fais des 40 km de footing avant de venir. Si tu veux. Alors, c'est toi aussi qui... Non, oui, c'est toi qui m'as dit ça. Qui a dit qu'on ne peut pas produire de culture si l'on n'a pas soi-même ingéré de la culture. Alors c'est sûr, on ne peut pas, sauf miracle, parce qu'il y a des miracles bien sûr, on ne peut pas, sauf miracle, produire soi-même un fruit sans le secours d'autres mains, ni même sans y mêler un peu la culture des autres, la culture d'autrui. Disons la culture locale, voire nationale. On ne peut pas produire de fruits si l'on n'a pas soi-même, voilà, si l'on ne sait pas cultiver. On peut pas. C'est vrai, dans une certaine mesure, si l'on entend par se cultiver, si l'on entend se cultiver au sens strict, c'est-à-dire travailler, cultiver, travailler à la culture de soi, et non seulement ingurgiter la culture des autres. Travailler à la culture de soi, c'est ça, se cultiver, soit d'accord. D'accord. Alors tu as dit oui, il faut des emprunts. Alors, il faut pas. Il faut ingurgiter, il faut incorporer
la culture des autres pour produire soi-même. Ça, c'est ce qu'on a tendance à dire. Notamment, il y a une expression de Gide qui est assez belle, qui parle de nourriture spirituelle. D'accord ? La nourriture spirituelle, c'est ça. C'est les grands auteurs, c'est la culture, on va dire en général. On se nourrit de la culture pour produire soi-même. Ça, c'est l'idée, d'accord ? C'est l'idée des gens, de certaines gens cultivés. L'idée la plus commune, c'est que, voilà, on ingurgite sa forme. Ça, c'est l'idée de l'allemand de base. Les Français sont un peu plus subtils, ils disent non, ça ne suffit pas, évidemment. Ils sont modim, il faut produire son propre fruit. Un peu comme si, alors pour le dire dans des termes barbares, aristotéliciens, la culture ingurgitée, donc la nourriture spirituelle, devenait à son tour matière pour une forme nouvelle. D'accord ? On ingurgite comme si c'était l'aliment, donc la matière, et que cette matière, on lui donnait forme. Aussi bien que l'on conçoit dans cette optique, on conçoit l'histoire de la culture véritable, et non pas l'histoire des gens cultivés, qui n'est pas intéressante, mais l'histoire de la culture véritable comme un raffinement progressif de la culture. D'accord ? Les historiens allemands, notamment, conçoivent la chose à peu près comme ça, et les historiens français aussi. Donc il y a les progressistes français conçoivent l'histoire de la culture comme un raffinement progressif, c'est-à-dire que des générations ont produit des formes culturelles, que les générations suivantes, dont les générations suivantes font leur matière, leur aliment, et grâce auxquels elles produisent à leur tour des formes nouvelles, raffinement progressif. D'accord ? Alors, c'est une illusion, bien sûr. Il n'y a absolument pas, et c'est important parce que pour comprendre ce qu'il se joue dans la Chokhma, il n'y a absolument pas, malgré ce qu'on en dit, de raffinement de la culture. Ce qui se produit, c'est en vérité une nouvelle donne, ce que j'appellerais une redisposition. Une redisposition, donc la culture est un ensemble avec, pour le dire en termes épicuriens, c'est un ensemble avec des atomes de culture. D'accord ? C'est ça la culture, c'est un ensemble avec une multitude, c'est un ensemble composé d'une multitude d'atomes. Des atomes de culture. Qu'est-ce que fait un auteur ? Eh bien, il prend possession d'une partie de ces atomes et les redispose à sa manière. Un peu comme s'il faisait un bouquet avec de vieilles fleurs, un bouquet neuf avec de vieilles fleurs. Il redispose. En vérité, la plupart. Et ça c'est très consciemment le parti pris de l'art moderne, par exemple. L'art moderne n'est plus créateur, il ne se veut plus créateur. C'est une redisposition, d'accord, des atomes de la culture, des atomes de culture, une nouvelle redisposition, une disposition neuve, d'accord. Et ces atomes, ça peut être les mots, ça peut être les couleurs, ça peut être les notes, ça peut être des formes picturales. On redispose. Et voilà. Ça, c'est la culture, c'est, me semble-t-il, la culture telle qu'elle existe massivement. Ce que j'appellerais la culture inauthentique. D'accord ? Donc, je reprends.
un gide, par exemple, qui croyait se nourrir, parce qu'il avait quelque chose, il tenait quelque chose de l'ordre de la chokhma. Gide, qui croyait dans un nourrissement spirituel. Gide, en vérité, se trompe sur la culture. Il se trompe peut-être pas sur lui, mais il se trompe sur la culture. En vérité, la culture, c'est un ensemble d'atomes dont les générations s'approprient une partie pour les redisposer autrement, Et comme Épicure le dit, un être, c'est quoi? Ce n'est jamais qu'un agrégat d'atomes, d'accord, dont la disposition simplement est différente de celle d'un autre. Tout n'est qu'un agrégat d'atomes. Tout être n'est qu'un agrégat d'atomes. Ça, c'est la thèse épicurienne. Tout être n'est qu'un agrégat d'atomes. C'est vrai de la culture. Tout être, tout objet culturel n'est qu'un agrégat d'atomes. On en change simplement la disposition. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la vérité de la culture. Mais c'est pas ce que pensait le pauvre Gide. Évidemment, le Gide avait l'illusion, mais dans son illusion que c'était autre chose, la culture, il avait dans l'idée quelque chose qui soit me'ein la chokhma, dont on va parler. Donc en vérité, dans la culture dite que je dirais inauthentique, même si c'est la culture dominante, dans la culture inauthentique, il ne s'agit en somme, nous n'avons affaire en somme qu'à des compositeurs. D'accord? Terme que l'on réserve à la musique, des compositeurs et non des créateurs. Mais la culture, elle ne s'est pas élargie au fil des siècles. Élargie. Oui, ce que tu dis, tu crois dans un progrès de la... Ah oui, c'est étonnant ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? La culture, disons, c'est comme si de siècle en siècle, on réagence les atomes de cette culture. Exactement. Mais quand tu prends l'art moderne, c'est incroyable. C'est l'application presque grossière de ce que je te dis. Le cubisme, par exemple. Ouais, non, j'entends, mais depuis les Grecs, la Grèce antique, on a quand même énormément innové dans quoi? Mais oui, mais je te dis, si tu es un... La science, les sciences concrètes ou la littérature, il y a quand même des innovations, des créations, je dirais. Alors, je ne nie pas qu'il y ait eu de vrais créateurs, donc je ne nie pas qu'il y ait une culture authentique, je nie que la culture en général soit authentique. Je prétends que la culture en général, ce qu'on appelle la culture, c'est de la culture inauthentique, dont la règle est la redisposition. Les modernes, c'est tellement vrai que les modernes s'en sont aperçus, il était temps, après 2000 ans, ils s'en sont aperçus et ils ont consciemment déconstruit les formes, décomposé les formes, etc. Parce qu'il n'y a plus de naïveté, là, toute naïveté est tombée. Mais ils ont révélé ce qu'est l'essence de la culture inauthentique. La question, c'est qu'est-ce que c'est que la culture authentique? La culture authentique, c'est effectivement l'idée, comme Gide l'avait, l'idée que chacun, par un effort de culture de soi, produise son fruit. C'est ça, effectivement, la culture authentique. C'est pas ex nihilo, il y a toujours un emprunt quelque part. Voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, mais il y a une culture, il y a un environnement culturel. D'accord? Donc il y a bien. Alors. C'est pas un réagencement, ça. Eh mais la question, c'est ça. Comment tu passes de l'inauthentique à l'authentique? Comment sais-tu si t'es comment sais-tu si t'es un créateur ou simplement un compositeur de forme? Comment sais-tu si t'es un créateur de forme ou un compositeur de forme? Encore une fois, la culture authentique, ça consiste dans un véritable travail de soi, d'accord, de fertilisation de soi, disons par l'intelligence. Ce travail de fertilisation, il est fondamental. Si tu n'opères pas sur toi-même le travail nécessaire à la production d'un fruit, tu n'es rien.
Au mieux, tu es un compositeur. Au pire, tu es un homme cultivé. Tu n'es rien. Donc, la culture authentique, c'est ça. Il n'y en a que deux types qui sont en but, si on en croit les Havad, qui sont en but à la retraite. Il n'y en a que deux, le bourg et le chacham. Alors nous le verrons, le chacham, il est en but à la retraite et il ne résout pas la question de la retraite. Pour lui, c'est un problème, la retraite. Mais on le verra plus tard. Inch'Allah. En revanche, à la différence du bourg qui, lui, s'en dispense de la retraite, lui, comme dit le Rashbatz, le chacham, il la met en œuvre, la retraite. Ce qu'il y a d'important, c'est que la retraite, suivant qu'elle est présente ou non, discrimine. Elle est discriminante. La retraite discrimine au cœur même, je pense, c'est mon hypothèse, au cœur même de l'intelligence, au cœur même de l'exercice intellectuel, au cœur même de l'application que l'on fait de son intelligence, elle est discriminante entre le bourg et le chacham. La retraite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette retraite, cette crainte positive, tellement déterminante, tellement discriminante? C'est quoi cette retraite? Alors, ce n'est évidemment pas la crainte de déplaire. Au contraire. Pourquoi? Parce qu'on sait combien la crainte de déplaire a son avers qui est la passion de plaire. Donc on sait combien la crainte de déplaire conduit très vite, presque inéluctablement, à la passion de plaire, c'est-à-dire au courtisan. Il n'y a pas un froum au sens général, hein, pas pieux, quoi. Il n'y a pas un homme pieux qui ne soit pas foncièrement un courtisan. Ne serait-ce que le courtisan du bon Dieu, mais au moins un courtisan. Ça n'existe pas. Et nous savons combien la passion de plaire, combien l'esprit de courtisan est corruptrice. Parce qu'on quand vous relisez les moralistes français, si vous les lisiez, vous verriez que c'est la passion de plaire qui est le ressort même du vice. La retraite, donc ce n'est pas la passion, ce n'est pas la passion, ce n'est pas la crainte du Honesh. Ça, c'est la passion, c'est la retraite la plus dégradée. Ce n'est pas non plus donc la crainte superstitieuse ou la crainte du gendarme. C'est donc le plus bas degré. Ce n'est pas non plus la crainte de déplaire, parce qu'en fait, ce n'est jamais la crainte de déplaire que la passion de plaire. D'accord? Elle est vile. Ça ne peut donc être, la retraite, ça ne peut être qu'une seule chose, ça ne peut signifier qu'une seule chose, la crainte, comme on l'a dit la dernière fois, la crainte de faillir. La crainte de faillir, la crainte de mal faire. Alors, crainte de mal faire, pas par peur de la peine, hein, bien sûr. Mais pourquoi? Pourquoi la crainte de mal faire? Pourquoi la crainte de faillir? Pourquoi la crainte de mal faire? Pourquoi? Je me demande. Hein? Pour le bien qu'on entier. De faire bien. Si on craint la faute, c'est... Alors il n'est pas sûr que... Vous savez, il y a une phrase de Rousseau dans ses confessions, dans les rêveries, il dit, voilà, je ne sais pas si j'étais un homme bien. Et je ne sais même pas si j'ai eu la passion du bien. Mais au moins, j'ai eu une chose, la détestation du mal, de mal faire.
Donc il n'est pas sûr que la iratraite, dans ce sens-là, la crainte de mal faire, de faire le mal, si tu veux, ce soit synonyme de passion du bien. C'est pas vrai, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il n'est pas sûr que la passion du bien implique la iratraite, d'ailleurs. Il y a des fanatiques du bien qui ne reculaient pas devant le crime. Par les communistes, par exemple. Ouais, dans la mesure où, bon, les Khafsrout, le communisme, c'était une passion du bien. Du bien de l'humanité, en tout cas. C'est une passion, les communistes n'ont jamais reculé devant le crime. Ils n'ont même plus vu le crime. Ils n'ont plus vu qu'il y avait un crime à faire le crime au nom du bien. Donc, tu vois, la passion du bien, c'est douteux. Donc, la crainte de mal faire, elle vient d'où? C'est quoi la crainte? Pourquoi aurait-on, si ce n'est par peur du gendarme, si ce n'est par la peur de déplaire? Pourquoi craint-on de mal faire? Je vous le demande. Il vous arrive, non, d'avoir peur de mal faire? Je ne sais pas. Oh là, on ne dirait pas. Mais qu'est-ce qui vous arrive alors? Vous arrive quelque chose? Ah oui, j'ai oublié d'annoncer la nouvelle formule. Tu aurais dû me reprendre. Ouais. Ah, je dépasse largement? Non. C'est quoi alors? Disons, l'hypothèse la plus probable, c'est que la crainte de mal faire vient de la conscience que mal faire nuit à soi-même. C'est un peu ce que, je crois, Vincent, tu avais eu cette intuition la première fois. La crainte de mal faire vient justement de la conscience que mal faire nuit à soi-même. Alors, vous allez me dire, encore une fois, c'est pas suffisant. En quel sens? Par exemple, si ma fille doit passer un examen, ben elle a peur de le rater. Donc elle a peur de mal faire. Mais pourquoi? Parce que ça lui nuit? Non. Par amour-propre. Non, mais c'est normal, hein, c'est normal. C'est pas trop grave. Hein. Oui, mais pourquoi on ne veut pas de mauvaise note? Bon, parce que, effectivement, parce qu'on a un, mais fondamentalement, d'abord, parce que c'est par amour-propre. Hein, t'es d'accord? T'as passé des examens. Voilà. Parce qu'on a honte. On a peur de l'échec. Donc on a peur de mal faire par peur de l'échec. Donc par amour-propre. Mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut avoir conscience que mal faire, ça nuit à soi-même. Pas dans le sens où ça me blesserait, ça m'affecterait dans mon amour-propre. Même si c'est très fréquent, même si c'est très répandu. Bien sûr qu'on n'admet pas l'échec parce qu'on a de l'amour-propre. Ou parce que, voilà. Mais bon, ça c'est la peur de l'échec parce qu'effectivement, la réussite est nécessaire pour arriver à ses fins, ça c'est encore autre chose. C'est même pas moral, ça. C'est simplement, c'est un calcul. Mais quand ça relève de la morale, la peur de l'échec, voilà, son ressort, c'est l'amour-propre. On a peur d'échouer, mais parce que, voilà, par amour-propre. Donc, ça peut pas être ça, la iratraite. Un bourg iréchet, c'est pas, voilà, c'est pas qu'un bourg, il a pas d'amour-propre. Un bourg aussi, il a d'amour-propre. Lui aussi, il veut pas. C'est pas ça. Alors, c'est là maintenant qu'intervient le Rashi. Cet énigmatique Rashi qui nous dit que
le bourg ne connaît rien, ne sait pas, ne comprend rien au commerce. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le commerce? Qu'est-ce qui se passe dans le commerce, hein, qui pourrait nous éclairer? Je vous répète, le Rachid, c'est quand même édifiant. Bourg, Rek Mikol Davar, etc. Vegaroua Omer Maaret, chez Afilou Betiv Masaoumatan et Noyodea. Si je me trompe dans mes choix, je fais faillite. Hein? Si je me trompe dans mes choix, je fais faillite. C'est ça le commerce. Oui, donc d'accord, bon, ça on l'avait vu la semaine dernière, effectivement. Mais plus exactement, dans l'échange économique, parce que ça matin, évidemment, c'est dans le sens économique. Dans l'échange économique, si l'objet échangé présente un défaut, ce défaut ne manque pas d'entraîner une perte. C'est-à-dire, je vais perdre un client. Le client, s'il découvre le défaut, eh bien, ne m'en achètera plus. C'est banal. Hein. Et attention, alors, vous allez comprendre que là, on est dans une économie saine. Hein, parce que Masson Matin, on parle ici d'une économie saine. Ce qui est intéressant, c'est de faire l'analyse d'une économie malsaine. Donc, on va en parler. Dans une économie saine, la déficience, chet, c'est le sens, l'étymologie de chet, c'est la déficience. La déficience dans les échanges entraîne toujours une perte. Ça, c'est dans une économie saine. Et tout de suite, vous devriez me dire, bah mais non, mais effectivement, dans une économie malsaine, c'est quoi une économie malsaine? C'est une économie où l'on déguise les défauts. Ce qu'on appelle le dol dans le droit romain. Déguiser les défauts d'un objet d'échange. On en déguise les défauts. Ou même, plus pervers encore, on s'accommode des pertes prochaines, c'est-à-dire on s'accommode parfaitement de l'éventualité de perte des clients, du moment que les profits immédiats sont énormes. Qui sont les rois de ce commerce? Qui a pourri l'économie mondiale? Par ça. Mais non, c'est pas la finance, rien à voir. Qui? Les Chinois. Les Chinois sont les rois. L'économie aujourd'hui est malsaine, totalement malsaine, à part la finance, etc. Mais là, je parle au sens où Rachid dit. Aujourd'hui, il n'y a plus de tiv maçon massan. Pourquoi? Parce que précisément, les Chinois ont développé le dol, la fraude, c'est-à-dire le dol, pas la fraude au sens fiscal du terme, ce qu'on appelait le dol, c'est-à-dire c'est que de la camelote. Les produits chinois ont toujours été de la camelote, un peu moins maintenant, mais en tout cas, ils ont fait leur fortune sur de la camelote. Tout le monde le savait. Mais les Chinois, avant que l'on s'aperçoive que c'était de la camelote, ils avaient coulé tellement de merde qu'ils avaient fait une fortune immense. Si bien qu'on ne pouvait plus se passer des Chinois. C'est le génie des Chinois. Mais c'était trop tard. Mais c'est pas que c'est pas cher, c'est que avant de s'apercevoir que c'était de la camelote. Non, pas du tout. Mais toi, les professionnels savaient. Mais la clientèle, pas les pros, pas les. C'est parce qu'ils le vendaient bon marché. C'est pour ça qu'on. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Pourquoi tu crois qu'il faut donner un air, une apparence d'objet convenable? Mais parce que tu sais qu'il y aura toujours des tocards qui l'achèteront en croyant acheter quelque chose. Je sais pas, mon fils, il achète des pistolets chinois, mais il croit que c'est un beau pistolet, tu vois, parce qu'il y a... C'est de la merde, absolue, tu touches. Mais c'est comme ça, il y a toujours Ils ont parié sur les tocards du monde entier, les Chinois. Qu'est-ce que tu crois? Non, mais ce que je veux dire... Quoi? Mais non, mais si tu comprends pas ça, si tu comprends pas ce rachis, et
son histoire de tif de Masao Matan. Le tif du Masao Matan, c'est ça. Pourquoi il y a la hiératraite? Parce que dans un commerce, dans une économie saine, les Allemands, par exemple, d'accord? Eux le savaient. Eux, c'est pas des bourgs. C'est Amaretz, peut-être. Enfin, bourgs au sens dans le commerce, bien sûr. Dans la culture, c'est des bourgs. Mais je veux dire, dans le commerce, ils savaient qu'il fallait qu'un produit de qualité, c'était une clientèle fidèle. Alors après, même l'économie, même les Allemands, sous l'influence chinoise, même les Allemands, parce que la pression de l'économie malsaine est telle aujourd'hui que même les Allemands sont obligés d'introduire, de faire en sorte que leurs produits soient de bonne qualité, mais pas trop, parce qu'il faut quand même renouveler. Il faut quand même qu'ils soient un peu de toc. L'obsolescence, voilà, ce qu'on appelait l'obsolescence. Des calculs d'obsolescence. Mais c'est hallucinant! On fait les calculs d'obsolescence maintenant! Même Millet, même Siemens. C'est l'influence chinoise. Non, mais ça serait Quoi? Ça serait la définition de l'économie malsaine. Mais les Chinois auraient eu raison si les prix de leurs produits ils auraient été au prix de. Mais non, mais non. Mais pas du tout. Les gens, ils n'achetaient pas parce que. Mais pas du tout. Ils achetaient parce que c'était pas cher. Non, non. Alors je t'explique. Parce que c'était des idiots, des tocards. C'est pas. Quand je te dis que c'est vrai. Les Chinois vendent de la merde très au-dessus du prix de leur valeur. C'est-à-dire, même si tu crois. Oui, mais c'est ça le dol. C'est qu'ils te vendent des produits qui ne valent pas le prix qu'ils vendent sous prétexte que le prix est bon marché. Ça, c'est du dol. C'est le génie du dol. C'est le dol génial. Tu crois acheter bon marché en disant bon, mais tu n'es même pas, tu ne vois pas que tu es grugé. En plus, l'escroquerie dans ce qu'il veut, dans les Allemands qui limitent. Non, c'est pas les Allemands, tous maintenant. La durée de Tous les industriels. Mais non, mais ça, c'est l'influence chinoise. C'est l'influence du. Enfin, c'est aujourd'hui que l'économie massive, aujourd'hui, l'industrie, c'est massivement chinois. Donc, il faut bien s'aligner. Tu peux plus vendre un produit de qualité aujourd'hui, mais tu te rends compte dans quelle économie on vit. Voilà. Donc, le rachis, il est obsolète, lui aussi. Le tiv Masao Matan, ça n'existe plus aujourd'hui. Ouais. Là, tu parles d'une. Tu avais dit le bord, il n'a pas de Bourg, ouais. mais il a une intelligence. Il est pas intelligent. Il est intelligent, mais il n'est pas chacham. Voilà. Mais là, je parle dans la culture. C'est justement l'intelligence. Non, là, je parle pas de la chorma. Je parle de hiératret. J'ai pris l'exemple du Masao Matan uniquement pour la hiératret. Uniquement. Sous l'angle de la hiératret. Je veux comprendre pourquoi, dans le Masao Matan, il y a un enjeu d'hiératret. C'est ce que dit Rashi. Pourquoi? Parce que dans une économie saine, si tu ne vends... T'as peur de vendre un mauvais produit. T'as peur de vendre t'as peur que ton produit présente un défaut. Parce que t'as peur de perdre. Parce que c'est synonyme pour toi de faillite. Donc, dans le commerce, dans une économie saine, dans cette expérience du Masao Matan, il y a quelque chose de la conscience qui affleure. C'est quoi? C'est que mal faire est immédiatement assuré. Et c'est ça dont on fait dans le commerce, dans une économie saine. On en a conscience, c'est que mal faire est immédiatement associé à l'idée de sa propre perte. Dans une économie saine et donc dans l'expérience du commerce, mal faire est immédiatement associé à l'idée de sa propre perte. Pour maintenant le dire autrement, à la faute est associée l'idée de sa propre faillite. Pour le dire maintenant, de manière plus morale, en termes de morale, à la faute est associée l'idée de sa propre faillite. Bon, encore une fois, c'était l'intuition de Vincent la dernière fois que je ne fais que développer. Autrement dit, c'est au plan moral, non plus seulement économique. C'est au plan moral, c'est à cette conscience-là qu'il faut parvenir dans l'exercice de son intelligence ou dans l'application de son intelligence à toutes les choses de la vie
et spécialement à la pratique. Parvenir, dans la pratique juive notamment, à cette conscience que la faute, le chet, implique l'idée de sa propre faillite. Sa propre faillite. Il faut avoir, non seulement dans l'idée que la faute, il ne faut pas avoir dans l'idée que la faute implique l'idée de la faillite de son œuvre. Parce qu'on est dans la pratique. On pourrait dire, ben oui, fauter, la faute implique la faillite de mon œuvre. Mais ça, c'est faux. Puisqu'au contraire, on voit, au contraire, combien la faute, le chet, concourt au contraire souvent à la réussite d'une œuvre. Donc il n'est pas question dans la... prenez les artistes, par exemple. Les artistes cultivent la faute. Parce qu'elle concourt. Je ne vous dis pas les règlements de tous les sens de Rimbaud, etc. Elle concourt à la réussite de l'œuvre. Donc, il ne s'agit pas de faillite de l'œuvre dans la pratique, dans le maasé des mitzvot. Il ne s'agit pas de faillite de l'œuvre. C'est pas que, voilà, bah oui, je fais une faute, je rate, c'est comme si je ratais ma vie. Non, c'est pas ça. La faute, c'est pas rater sa vie. La faute, c'est se rater. Le chet, c'est se rater. C'est ça. C'est pour ça. Je dois finir pour que tu comprennes, pour te dire comment. C'est seulement dans cette conscience-là que l'intelligence trouve son orientation et donc devient de la chorma. Seulement dans cette conscience-là. Et comment je l'éprouve, comme tu dis, ou comment ça s'éprouve? Ça s'éprouve justement par l'exercice de son intelligence, par ce travail de l'intelligence qui consiste à tester combien dans le chet il en va de la perte de soi. Regardez la faute comme une perte de soi et pas la faillite de sa vie. C'est pas vrai, ça c'est des histoires. C'est des histoires. Ce qu'on perd dans la faute, c'est soi-même. Et ça, c'est à ça que la chorma a affaire. Donc tu vois, l'intelligence, par exemple, une intelligence appliquée qui s'exerce ailleurs, donc dans la science, par exemple, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien parce que telle n'est pas l'orientation de l'intelligence. Je reprends une expression de Kant. Il dit, qu'est-ce que s'orienter dans la pensée? L'orientation dans la pensée, c'est celle-là. Celle que donne la hiratret, c'est-à-dire la conscience, la peur de se perdre. Et pas rater sa vie, encore une fois, c'est faux. Un artiste n'a pas raté sa vie, entre guillemets. Il en a fait une œuvre. Il n'a rien raté. Mais il s'est perdu. Et tout l'enjeu, c'est ça. Et ça, le bourg, il n'en a pas conscience. C'est dire combien nous sommes tous plus ou moins bourgs. Bourrés. Hein. Voilà, donc maintenant, la nouvelle formule, c'est qu'on interrompt et que vous interveniez. Voilà, pendant un quart d'heure, 20 minutes, plus s'il le faut. Vas-y. Je dois entendre ce que tu veux dire par rater sa vie. Mais se perdre ou pas se perdre, je n'entends pas. Ça veut dire quoi se perdre? Pour le dire autrement,
ce que tu perds dans la faute, c'est un peu de toi-même. C'est de toi que tu perds. Ça veut dire, ce que tu as à perdre dans la faute, c'est toi. Tu n'as rien à gagner dans la faute, tu as tout à perdre. Le chet, ça dit bien ça. Le chet, ça dit, on n'a rien à gagner. Alors même si on parle de sachar, etc., on a tout à perdre. Justement, ce qu'on a à gagner, c'est soi, c'est soi-même, c'est se retrouver. Et ça, tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas. Il y a une phrase de Proust qui est très belle. Il dit « Il n'y a de paradis que perdu ». Voilà. Ceux qui croient à d'autres paradis, ils se fourvoient. Le seul paradis, c'est le paradis perdu. Et il y a cette intuition chez Rousseau, quand il parle du bon sauvage, etc. En fait, le bon sauvage, c'est Adam, hein, en vérité. Évidemment, il a de la culture, il est protestant, il est pétri de Bible. Chez lui, le bon sauvage, c'est Adam. Adam d'avant le chet. L'innocence adamique, l'innocence d'Adam. Ce qu'on a à perdre, c'est cette innocence-là. Dans le chet. On a à perdre dans le chet, dans la faute, cette innocence. Du coup, Adam, c'est le... Il n'a pas... Ce que tu écris, on a l'impression qu'Adam, c'est le bourg, justement. Et que c'est le chet qui lui fait... qui lui donne la chokma. Il y a une inversion, c'est pas la chokma qui donne le chet. Adam, tu veux dire Adam d'avant la faute? Ouais. Mais il n'y a pas de chet. Tu veux dire donc avant ou après? Non, avant. Mais il n'y a pas de chet avant. Ouais, justement. Mais c'est... jusqu'à présent, on disait que c'était le... Mais nous, on, qui lui donne comme la disent... retraite, comme, retraite et donc le chet en soi. comme disent... Oui, qui lui donne comme disent les chrétiens, nous sommes frappés du péché originel. Nous, on est à l'époque post-chet, si je puis dire. Donc l'innocence, il y a comme tout l'effort d'un homme, c'est de renouer avec, mais cette fois par iratret et par un effort de l'intelligence, renouer avec l'innocence. Il n'est pas donné innocent. Un homme après la faute qui doit revenir. Exactement. Après la faute, condition, ça veut dire, on n'est plus dans une condition adamique. On est chassé du Gan. On est chassé du... Et le... Le bourg, c'est vraiment ça. Cette désolation, c'est être désolé. C'est nous, dans la mesure où nous ne sommes même plus capables de iratret. Iratret, encore une fois, fondée sur la peur de se perdre. On n'a pas peur de se perdre. On a peur. Wow, on a peur de rater sa vie. Bon, d'accord, on a peur de rater sa vie. Ça, c'est bourgeois. Alors, quand on est artiste, on dit, peur de quoi? On va produire une œuvre. Et justement, dans la création, il y a quelque chose effectivement qui est justement qui est une sortie de l'état de bourg, puisqu'il y a effectivement le désir de produire son propre fruit. Seulement, c'est au prix de soi-même. C'est au prix de sa propre vie. Le défi pour le juif, c'est d'être créateur sans que ça soit aux dépens de soi, de sa propre existence. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu.
Haïkar, c'est au moins retenir ça, c'est que s'il faut parler de culture, que s'il y a lieu de parler de culture, c'est de culture authentique. Et qu'est-ce qu'une culture authentique? C'est quand la culture, c'est quand la culture signifie produire son fruit. Produire son propre fruit. Au moins avoir ça dans la tête. Ça sera déjà une atrala, ça sera déjà un début. Déjà se défaire des illusions funestes qui sont celles de l'Occident, du monde, d'un certain Occident. Puis encore une fois, il y a Rousseau, il y a Montaigne et d'autres, mais en tout cas de l'Occident dominant, qui sont les illusions funestes de l'Occident dominant. Échapper à ce... Voilà, à cette logique du revêtement, à cette logique du bourg. C'est pour ça que la Yerusha des Havot, ça se dit en termes de zéro. Ouais, exactement. Je sais pas si vous je sais pas si vous vous rendez compte dans quel pétrin on est. Non, je veux dire pétrin mental. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point, regarde, Shlomo, naïvement, à quel point on croit dans la culture. Je veux dire, la culture inauthentique. La culture d'emprunt, on y croit. On croit que c'est un refuge pour nous. C'est naïf et c'est coupable. Les Juifs allemands, par exemple, en ont fait les frais, et ils en ont fait les frais sur le dos des autres Juifs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça dans le domaine du limoud? Ah, là, c'est pas moi, hein. C'est Vincent. Je suis caché derrière le... C'est-à-dire Ouais, c'est sûr, oui. Qui inhibe certainement justement la construction personnelle. Alors, je n'emploierai pas le mot de construction, d'abord parce qu'elle n'est pas conforme à l'image du sadé, enfin de la... Donc, voilà. Non, je dirais pas construction, parce que construction... Oui, de superposition, tu vois. Tandis que dans la culture, il y a quelque chose d'organique, de vivant. Non, c'est vrai, bien sûr qu'il y a une culture juive, enfin une culture... Ça pose la question de la place de la culture passée. Ouais, du patrimoine. Il y a des gens qui ont été de vraies personnes cultivées à un moment donné. Quel rapport on a avec ça en tant que personne distincte? Alors, j'y te répondrai, mais encore une fois, il est dans la confusion. Ce sont des nourritures spirituelles. Comme si l'on pouvait les ingurgiter, les incorporer et donner à son tour moi je crois plutôt que le seul rapport possible ce soit un rapport vivant. C'est pour ça que on parle d'oralité, de tradition de Torah chez Baal Pé, parce que justement il s'agit de sortir ces Shonim ou Tanaïm ou Amoraïm, etc.,
de sortir de les sortir de leur sépulture, de leur écrin, si tu veux, pour les rendre à l'oralité. Et c'est seulement dans un rapport donc d'amitié, si tu veux, avec eux, que l'on de vivant à vivant, si tu veux. Collaborer avec eux, quoi. Exactement. Ouais. Ce que j'appelle c'est pas moi, en fait, c'est une expression de Montaigne. Il dit le secours des autres mains, sans le secours. Il faut leur secours, le secours de leurs mains, mais de leurs mains vivantes. Voilà, Mais s'il n'y a pas cette amitié, s'il n'y a pas un rapport vivant, effectivement, donc il faut les traiter en amis. Mais ça veut dire les rendre à l'oralité, les rendre vivants. Si on ne rend pas vivants, là, je sais pas, ceux qui étaient au repas là, dans le séminaire de l'Alcibiade de mon père, quand il parle d'un cours, il dit ça en gros. Il dit c'est rendre vivant, ressusciter. Et c'est ça l'oralité. L'oralité, c'est dire qu'il y a une dimension orale, c'est dire que il y a toujours la possibilité d'un nouveau souffle. Quand tu parles d'agriculture, c'est la culture qui Culture authentique, c'est pas dit. Ça serait une production, donc un produit de soi-même. Mais ce produit, il est que pour nous ou il est pour les autres? Non, pour les autres, mais dans cette manière, dans cette perspective-là. Un échange vivant. Voilà, exactement. Ça ne peut être que comme ça, c'est-à-dire sinon ça serait égoïste, ça serait comment? Sinon tu bouffes, en vérité. Tu es dans la confusion. Et ce produit, il est aussi vital aussi pour toi, pour toi-même. Hein? Mais il ne faut pas le prendre justement comme une matière, mais comme de seconde main, des secondes mains, des mains qui viennent te seconder. Non mais je parle de ton propre produit. Ah, ton propre produit, alors quoi? Il est vital aussi pour toi. Il est pour toi et pour les autres. Oui, il est pour soi et pour les autres. Oui. Mais encore dans un rapport vivant. Et pas dans un... Si tu dois toi-même produire un fruit, eh ben ce fruit, il doit être ressuscité par d'autres. Un nouveau souffle. S'il n'y a pas ce souffle de l'oralité, c'est vrai dans l'étude, c'est vrai de manière privilégiée dans l'étude, mais d'une certaine manière, c'est aussi vrai avec Descartes, avec Rousseau, etc. Il faut... Et ça serait ça la finalité de ta production, c'est ce souffle. Non, c'est pas la vitalité, c'est pas la finalité, mais c'est une tolada, c'est une conséquence. Et la finalité, ça serait quoi? La finalité, c'est de se retrouver. Donc c'est par rapport à ça, c'est un rapport en soi. À soi, exactement. De renouer avec soi-même. Genre quoi, c'est aussi avec Descartes et Rousseau. Ah, ça t'intrigue, ça? Tu jettes un scud et tu... C'est que je pense que c'est aussi vrai avec les grands auteurs. Non juifs, profanes. C'est-à-dire que leur écrit, je pense que la dimension d'oralité, ça vaut aussi pour leurs écrits. Ce qu'il y a de tragique dans l'université, c'est que c'est mort. C'est de la dissécation. On dissèque les textes. On les traite comme des objets morts, ou comme des organismes morts. On dissèque. T'as jamais vu? T'as jamais été? Alors qu'en vérité, il s'agit de toute autre chose. C'est qu'il y a... Oui, je pense que c'est quoi la bracha? Baruch, chez Nathan, quand on voit un chacham deumot haolam, chez Nathan mechelko, Ça dépend qui. un chacham parmi les nations.
tu dis Baruch Shenatan Mechelko, ou quelque chose comme ça. C'est aussi un chelek. Allez, puisque vous n'avez pas grand-chose à dire.